Bonjour, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette session de questions-réponses portant sur le couloir imagerie vague 2 du Ségur. Profitez vraiment de cette session pour poser vos questions, hein. C'est vraiment l'enjeu de ces rencontres, hein. Posez vos questions si possible dans la conversation, de manière à ce qu'on puisse bien tracer par la suite les questions qui nous ont été posées et de les publier si besoin était dans la FAQ. J'y reviendrai très rapidement, de manière à ce que ceci soit au bénéfice de tous. Voilà. Alors, on passe au slide suivant. Voilà. Donc les règles, hein, vous les connaissez, c'est pour permettre à nos intervenants ici, notamment Nathalie et Mathieu, de pouvoir présenter leurs éléments déjà sur les sujets qui vous ont préoccupés. Donc, coupez vos micros et les caméras pour assurer la bande passante, hein, bien entendu. Posez vos questions dans le chat, comme je l'ai souligné, de manière à ce qu'on ait bien une traçabilité pour historiser un peu ces échanges. N'hésitez pas à lever la main. Des fois sur la gestion des micros, on n'est pas exactement au niveau où on souhaiterait. Je ne sais pas si Maxime, là, tu sauras bien gérer ça. On vous prie de nous en excuser à l'avance si on avait des difficultés dans la gestion des micros. On a rencontré par le passé, là, dernièrement, quelques difficultés techniques. Le replay, alors ce qui est important, c'est que le replay de cette session sera évidemment publié sur le portail industriel, ainsi que le support, et nous ajouterons les questions qui auront été particulièrement intéressantes, le lien, pardon, vers la FAQ comportant les questions qui auraient été particulièrement intéressantes lors de cette session. Donc voilà, donc ça c'est un ajout que l'on fait. On s'est rendu compte que c'était assez utile. Et pour ceux d'entre vous qui ont bien renseigné leur profil sur leur espace authentifié, leur profil imagerie, on fera la promotion des questions-réponses les plus intéressantes, de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de les rechercher. Elles seront disponibles sur votre page espace authentifié. On peut passer à la suite et je vais passer la main très rapidement. Donc Mathieu et Nathalie qui sont réellement les experts. Moi, je ne suis que le monsieur Loyal de cette session et donc je passe la main à mes collègues. Merci Armand. Donc, merci de vous être connectés si nombreux. On a souhaité organiser cet échange questions-réponses, cette session questions-réponses maintenant, et il y en aura d'autres régulièrement, peut-être tous les mois et demi, tous les mois, peut-être un peu plus, on verra selon les besoins, mais très régulièrement pour que vous ayez l'occasion, en plus des sollicitations que vous pouvez faire de façon directe via les différents moyens pour avoir des réponses. Donc, en plus de ça, pouvoir partager, qu'on vous envoie de l'information déjà, qu'on partage avec vous les dernières actualités, et puis que vous ayez l'occasion de poser vos questions et qu'elles soient partagées, que les réponses soient partagées à tous. Donc, c'est une première amas général, on va dire, sur tous les sujets qui aura l'occasion de se reproduire. Merci pour votre participation et merci pour les questions que vous avez envoyées. Donc, on va tout de suite passer à l'agenda de l'heure qui vient. Donc, on va d'abord vous balayer les questions que vous nous avez envoyées et apporter les réponses. Certaines sont arrivées aujourd'hui. Donc, pour les questions qui sont arrivées aujourd'hui ou plus tardivement, on apportera des réponses orales et puis vous aurez l'occasion d'avoir les réponses écrites par la suite. Pour celles qui sont arrivées la semaine dernière, il y aura des réponses écrites dans ce support. Puis n'hésitez pas à rebondir pour avoir plus d'explications par rapport aux réponses qu'on aurait déjà préparées. Ensuite, on abordera les mises à jour des spécifications Dreambox. C'est Mathieu qui prendra la main pour ça. On profitera aussi de cet échange pour vous rappeler les outils qui sont mis à disposition dès maintenant par l'ASP pour préparer tout ce qui est administratif. On mettra en visibilité les dernières FAQ qui ont été publiées. Et voilà, on souhaite les mettre en visibilité pour que vous puissiez en tenir compte éventuellement dans vos développements. Et on finira par les prochains rendez-vous qui sont programmés avec vous. On va commencer par les questions que vous nous avez adressées.
Je passe la main à Mathieu, puisque la première, c'est une question téléradiologie. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Merci pour votre participation et votre intérêt pour cet AMA. En effet, on a reçu une question en lien avec le sujet de téléradiologie, donc en lien notamment avec une exigence qui est la TLR INT 02, qui est une exigence identifiée sur le dispositif RIS. Avec une première question, le RIS doit-il faire office de PFI, doit faire office de PFI pour les comptes rendus issus du logiciel de téléradiologie. Pourquoi le logiciel de téléradiologie ne communique pas directement via la PFI? Alors, des premiers éléments de réponse par rapport à cette question, je vous mets tout de suite du coup en visibilité déjà un atelier qui est planifié le 27 novembre. Donc, on a fait une communication déjà par mail là-dessus, où on a attaqué un ensemble de travaux avec l'équipe et qui ont été engagés pour encadrer la normalisation des flux et des workflows entre les logiciels RIS et les plateformes de téléradiologie. Donc, il y a un cadre qui est en train d'être fixé, qui découle notamment du livre blanc de téléradiologie qui avait été produit avec la participation d'un ensemble d'éditeurs, notamment d'éditeurs de RIS, et ce livre blanc est annexé au DSR. Donc, on est parti de ce livre blanc pour rédiger aujourd'hui des spécifications que l'on vous présentera du coup lors du webinaire du 27 novembre. J'aurai l'occasion du coup de vous en reparler lors de cet AMA. Donc, le workflow aujourd'hui ciblé, il couvre deux choses. La transmission de la demande d'acte d'imagerie, demande d'examen d'imagerie, accompagné des métadonnées spécifiques au projet Dreambox entre le RIS et la plateforme de téléradiologie, et la production et la validation du compte-rendu depuis la plateforme de téléradiologie pour alimentation du DMP. Donc, la structure d'imagerie, on va rédiger des spécifications pour que, au niveau opérationnel, vous puissiez mettre en place un tel workflow avec les plateformes de téléradiologie, indépendamment de la PFI. La PFI n'est pas présente dans toutes les structures, donc c'est pour ça qu'on a sorti du scope la PFI, dans le but de pouvoir alimenter les comptes rendus. La finalité, c'est ça, c'est alimenter le DMP avec des comptes rendus qui sont produits par les plateformes de téléradiologie, comptes rendus à l'état de l'art, notamment avec notamment les liens URL vers la Dreambox. Donc, un ensemble de travaux qui sont adressés avec un webinaire du coup planifié le 27 novembre. Je te redonne la parole, du coup, Nathalie. Oui, merci. J'attends que le slide arrive. Pas encore. La deuxième question, voilà, c'est une exigence, porte sur deux exigences qui cohabitent dans le REM. L'une qui indique que le système doit intégrer, être capable de consulter et d'alimenter le DMP avec une authentification directe via API Pro Santé Connectée avec le DMP. Cette exigence cohabite avec une autre exigence qui indique que le système, donc le RIS, doit être capable d'alimenter le DMP de façon systématique et automatique pour tous les documents patients qui ont un INS qualifié. Alors, donc la question porte sur la cohabitation de ces deux exigences et pourquoi finalement, qu'est-ce qui justifie qu'on ait une exigence qui dise qu'on doit alimenter, être capable d'alimenter le DMP avec une authentification directe, c'est-à-dire le professionnel qui est connecté par API Pro Santé Connectée. Alors, ces deux exigences correspondent à des situations particulières. Donc, si on veut bien se mettre sur la réponse, donc le slide suivant. Donc, ces deux exigences correspondent à des situations particulières. La SCDMP Ali PROC 02 permet au système d'alimenter de façon automatique le DMP avec les documents
Là, je ne la vois pas encore, mais ça va arriver. Donc, la deuxième exigence permet d'alimenter de façon automatique le DMP avec les documents sans que le professionnel ne soit connecté ou qu'une secrétaire ne soit connectée. Donc, sans qu'aucun professionnel ne soit connecté au système, les documents vont alimenter le DMP de façon automatique et systématique. Cependant, il peut y avoir des cas où il y a un intérêt à alimenter le DMP alors qu'un professionnel est connecté dans des situations, par exemple, de cabinet où il y a des changements fréquents de médecins, où obtenir, retirer, gérer les certificats peut être un peu contraignant parce que ce sont des certificats, par exemple, retirés sur des RPPS RAN, avec des changements fréquents et une équipe un peu mouvante, des médecins. Dans ce cas-là, il peut être avantageux de faire reposer l'alimentation du DMP lorsque un professionnel de santé est connecté via PSC au RIS, donc là je parle bien de la vague 2, et d'utiliser cette session de connexion avec le RIS et donc avec le DMP, puis un API Pro Santé connecté, pour alimenter le DMP de façon automatique et systématique. Ce qui permet, dans ces cas-là, de s'abstraire des potentielles difficultés de gestion des certificats. Donc, je parle de cas particuliers, ça c'est à vous, selon les cas qui peuvent être rencontrés sur le terrain, c'est à vous de juger si dans certains cas, pour certains cabinets, il pourrait être avantageux d'utiliser de faire de l'alimentation automatique et systématique sur authentification directe via API Pro Santé Connecté en utilisant le fait que le professionnel est connecté au moment où on souhaite envoyer le document dans le DMP. Et je précise, pour répondre à une des questions qui était dans cette sollicitation, qu'on peut tout à fait faire une alimentation du DMP automatique systématique via authentification indirecte, c'est-à-dire certificat organisation sur personne morale, tout en faisant de la consultation du DMP via API Pro Santé Connecté. Le DMP admet ces deux modes de façon simultanée sans que ça pose problème. Je ne sais pas si j'ai répondu dans le fond à toutes les questions qui pouvaient être derrière cette question-là ou ces questions. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez que je répète, que j'éclaircisse ou que je formule différemment certains points. Oui, je vois que Carole Gallo a levé la main. Si vous avez possibilité de prendre la parole, ce sera peut-être plus simple. Oui. Bonjour, oui, c'est effectivement Carole Gallo pour Software Médical. En fait, c'était l'alimentation en fait en Pro Santé Connect qui nous posait problème puisque on n'avait pas cette notion de délai qui nous était imposée, notamment avec une autre exigence où il fallait alimenter, mais avec un délai pour pouvoir si besoin, annuler l'envoi au DMP et on voulait savoir si il était possible de juste, de faire une homologation, en consultation en API Pro Santé Connecté ou est-ce qu'il fallait également, même si on le enfin, est-ce qu'il fallait proposer cette, alimentation en Pro Santé Connecté à nos utilisateurs ou pas? Alors nous, ce que l'on exige, les exigences Mmh. portent sur le fait d'être capable dans le RIS de faire les deux. Donc l'alimentation en indirect, certificat, et l'alimentation en authentification directe via API Pro Santé Connecté. Après, sur le terrain, selon les cas, c'est à vous de juger si l'un ou l'autre est plus avantageux de façon à atteindre l'objectif qui est visé par toutes ces exigences concernant l'alimentation, c'est-à-dire l'alimentation de tous les comptes rendus et l'envoi de tous les comptes rendus dans le DMP pour atteindre nos objectifs Mmh. mutuels et puis surtout avoir les comptes rendus et puis dans le DMP et pouvoir ensuite partager les examens avec la Dreambox.
Donc du coup, voilà, il nous faut absolument avoir cette homologation Pour les alimentation oui, et consultation oui, ProSanté Connectée. oui. Ok, merci. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions sur pour décliner ces réponses. Peut-être que Mathieu, tu veux prendre la parole, je vois que tu. J'étais en train de répondre à une question dans le chat. Aussi bien en consultation qu'en alimentation, à partir du moment où on passe par API ProSanté Connecté, la cinématique, de toute façon, passe par le proxy et derrière par l'espace de confiance, effectivement, PSC. Je peux porter juste cette précision de mon côté. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions sur cette thématique, on va passer à la suite. La slide ne bouge pas de mon côté. Ouais. Il y a un peu de latence, je suis désolé. Normalement, je suis bien passé sur l'autre slide, ça devrait arriver. J'ai toujours question-réponse. Sinon, j'essaie de repartager. J'essaie de repartager. Hop. Est-ce que c'est mieux? Pour l'instant, on ne voit pas encore les slides. Voilà. C'est bon. Alors, je vais prendre la parole du coup sur cette slide. Ça, c'est des questions qu'on a reçues aujourd'hui. Donc, j'ai fait une petite analyse là avant. Une première question. Donc, ça concerne la Dreambox. Comment réaliser la preuve de l'exigence conf.15 pour la Dreambox conf.15 qui est une exigence dans le cadre d'une consultation de l'environnement de DMP. Il est attendu que la fonction consommatrice qui est associée à la solution Dreambox soit en mesure de télécharger, donc au sens de récupérer un ou plusieurs documents de santé. Il peut s'agir de compte-rendu d'imagerie et aussi de documents COS. La Dreambox consommatrice est en capacité de consulter ces deux types de documents à minima, et même également la demande d'examen d'imagerie, qui aujourd'hui n'est pas portée, mais elle devrait être en capacité de récupérer ce type de documents. Et afficher l'intégralité des métadonnées associées à l'examen. Cette action, elle va être réalisée par la Dreambox, qui se retrouve au sein du contenu de l'exigence. Donc, l'exigence porte sur les accès locaux aux documents KeepStock, y compris, c'est précisé dans l'exigence, y compris de manière temporaire. Donc, par conséquent, l'exigence s'applique bien de notre point de vue, ainsi que les scénarios, les preuves de test associées, les captures et logs qui seront demandés en tant que preuve doivent permettre d'attester que les accès locaux aux documents COS récupérés sont bien tracés. Ça peut être notamment les accès ProSanté Connect sont bien tracés et que ces éléments peuvent bien faire l'objet d'une extraction. Donc voilà notre argumentaire par rapport à votre question. Là, vraisemblablement, effectivement, pour la Dreambox, on sera plutôt sur de l'accès temporaire qui sera du coup à tracer et à extraire si besoin. Il y avait une deuxième question sur l'INS. Sur l'INS, pourquoi les traits d'identité non utilisés, prénom de naissance et prénom utilisé ne sont-ils pas utilisés dans les champs de l'appel contextuel, comme les autres champs? Alors, élément de réponse du coup par rapport à cette question. Alors, là, on engage sur l'appel contextuel, et pour mémoire, on engage là plusieurs dispositifs du Ségur Vague 2. Cet appel contextuel, il est mis en exigence sur le dispositif DPI. Il a été mis bien en amont d'ailleurs de la sortie du dispositif RIS Vague 2 et Dreambox. Donc c'était un élément aussi qui a clarifié, enfin qui a arrêté aussi cet appel. C'était la sortie du dispositif DPI qui était bien en amont. Ensuite, on a eu le dispositif RIS où il y a aussi l'appel contextuel et puis la Dreambox en tant que serveur.
par rapport à cette question, au niveau de l'INS, au niveau du workflow de démarrage, déjà de la fonction Dreambox, comment ça fonctionne? La mise en œuvre, on met en œuvre du coup la transaction d'appel contextuel. Elle est initiée par le RIS et le DPI, donc à destination de la fonction consommatrice. Il y a l'authentification, bien sûr, en PSC, Santé Connect, qui peut être transparente selon le cas de figure, suivant la première authentification, si elle est en PSC ou non. La Dreambox, au niveau de la consommation, ce qu'elle fait au niveau du lancement, elle doit tout de suite interagir avec le DMP et faire une première transaction qui est la TD 3.1, qui va permettre de récupérer les métadonnées XDS associées au document. Donc cela va s'appliquer implicitement. Donc l'ouverture de la Dreambox va réaliser cette transaction et afficher les résultats. Donc au niveau du workflow d'ouverture de la Dreambox et le passage du coup de cette transaction, les métadonnées, on appelle ça les métadonnées, donc source patient ID et source patient info, qui sont présents dans l'enveloppe XDS, vont bien mentionner l'intégralité des traits INS requis par l'affichage au sein de l'interface Dreambox. Donc, compte tenu que la transaction est chaque fois obligatoire à chaque lancement de la Dreambox, il n'était pas utile de mettre l'ensemble des traits INS au niveau de l'appel contextuel. Néanmoins, l'affichage est toujours valable et la remontée de l'ensemble des traits INS seront affichés dans la Dreambox à partir de la récupération de l'enveloppe XDS. Donc ça, c'est le cas nominal. Après, encore une fois, nous, on met des exigences minimales. On a construit un appel contextuel minimal pour que le lancement de la Dreambox fonctionne. On ne bloquera pas si des éditeurs souhaitent mettre d'autres traits INS, d'autres traits d'identité finalement, dans cet appel contextuel. Simplement, voilà, il y aura besoin d'une synchronisation entre les différents logiciels. Donc voilà les éléments que je pouvais apporter. Donc l'INS arrive bien, en tout cas, du DMP. Une question aussi, France Connect. France Connect Plus, qu'en est-il de France Connect Plus? Alors effectivement, il y a eu des discussions. Aujourd'hui, on a deux exigences France Connect. On a deux exigences dans France Connect. On a une exigence en doit sur France Connect Plus et une exigence en peut sur France Connect. Donc l'état des lieux à ce jour, c'est qu'on garde l'exigence France Connect Plus en doit. Et ce qu'on demande dans le cadre du référencement, c'est la capacité de la Dreambox à exploiter environnement de test et bac à sable France Connect Plus. Donc, pour l'instant, on s'arrête là dans le cadre du référencement. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'exigence France Connect Plus existe et elle est bien gardée. Alors, il y avait peut-être une petite erreur dans ce que je vous ai dit avant, c'est source patient info, effectivement, qui va comporter l'ensemble des traits INS. Mais ce que je voulais dire, c'était que l'ensemble des traits INS provient bien de la récupération du COS ou du compte-rendu, où ces informations sont bien présentes. Sur France Connect, du coup, je reviens et je vois que Jean-Marc, tu as levé la main, donc je te laisse directement intervenir. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Mathieu, à toute l'équipe. Effectivement, ces sujets France Connect Plus qui vont au-delà de questionnements techniques. Il y a aussi une complexité de contractualisation, il y a aussi des coûts. On travaille en fait sur trois possibilités aujourd'hui. Bien entendu, France Connect Plus, tel que c'est indiqué dans les documents. Il y a aussi la solution France Connect avec OTP, mais qui aussi est coûteuse, avec des SMS. Il y a aussi du travail en termes de R&D. L'AppCV, alors les débuts sont prometteurs en termes d'adhésion, mais la partie hautante est pas encore prête. Voilà, donc on a ces trois fers au feu. On poursuit les discussions côté DINUV avec France Connect Plus, notamment sur les coûts.
Et on va voir du coup très rapidement si on fait évoluer les spécifications dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc ce sujet, pour conclure de notre côté, il n'est pas du tout fermé. Il est au-delà d'un sujet technique et il est toujours à l'instruction. Et dès qu'on a un arbitrage, on revient vers vous pour vous le communiquer. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Jean-Marc. Merci Jean-Marc pour cette précision sur France Connect. Autres questions qui sont arrivées là aujourd'hui sur la partie stats, donc le fichier statistique. On a pas mal d'activités et de questions sur la partie statistique. Normalement, elles ont toutes été traitées. J'ai pu répondre à tout le monde. Donc là, j'en avais plus en attente. Donc, normalement, ce sujet est stabilisé. J'ai pu envoyer toutes les réponses, en tout cas, liées aux questions sur les fichiers statistiques, avec la dernière question qui est partie hier, normalement. Donc, ça devrait arriver. Une question connexion PSC qui peut concerner aussi le RIS. Je vais temporiser là sur cette question. J'ai pas eu le temps de me renseigner sur le cache et le redémarrage du navigateur. Ce que je vous propose, c'est que je me renseigne de mon côté. On se renseigne et puis on vous remettra du coup la réponse du coup dès qu'on aura la solution à cette question. Il y avait une dernière question aussi reçue aujourd'hui sur l'outil de l'ANS. C'était lors du passage de réponse WAD-ORS, la réponse WAD-ORS dans le validateur, donc avec le SUT, là c'est la Dreambox source, qui va répondre du coup à la requête Wadoo du simulateur, et on passe la réponse Wadoo dans un validateur. Il y avait un résultat Donfeld. Alors, ce qu'on peut répondre par rapport à cette question, hop, j'ai pris quelques notes. Donc, dans le cadre de l'outillage associé à la session de test, vous, opérateurs, vous pouvez être amenés de toute façon à constater, c'est ce qu'on avait mis dans notre notice, des résultats d'exécution qui peuvent être contraires à ce qui est attendu. Donc, par exemple, cet exemple qui est montré avec un validation à FEL. Néanmoins, si de votre point de vue, vous jugez que la réponse elle est correcte par rapport aux spécifications et par rapport au scénario qui est demandé, la conduite à tenir face à cette situation, c'est quand même de valider la preuve avec un lien permanent et de nous mettre un texte descriptif sur le dysfonctionnement que vous constatez. Dans tous les cas, en tant que moniteur, on analysera de toute façon la situation et on estimera la suite à donner. On peut engager ensuite des discussions entre nous et puis avec vous, bien sûr, en cas d'erreur. Néanmoins, après, on est assez souple. Normalement, il peut arriver qu'il y ait des fails, parce qu'après, des fois, il y a des contradictions sur le validateur. Et suivant ce qu'on trouve, après, on peut assouplir les validations. Donc ça, après, c'est nous après qui sommes juges de ça. Mais je vous invite à en tout cas, bien argumenter en tout cas la réponse. Et nous, lors des séances de monitoring, on reviendra vers vous. De toute façon, même si c'est fail, à partir du moment où on a le lien permanent, on analyse dans tous les cas toutes les preuves. Donc on peut accepter une preuve même si le simulateur a remonté un fail. Voilà ce que je pouvais dire. Je ne voulais pas rentrer dans le détail là, sur cette question, mais en tout cas, toutes les validations de pas de test, en tout cas, sont étudiées. Donc, bien argumenter. Je vous invite à bien argumenter, en tout cas, votre pas de test pour ces cas précis. Voilà. J'ai une question dans la conversation, je vais te la lire. Lors de l'appel contextuel à Dreambox, une transaction est lancée vers le DMP en automatique. C'est une question. Est-ce conforme avec le guide d'intégration du DMP? Pour moi, oui. Alors, le DMP, normalement, est silencieux sur cette partie. Donc, il n'y a pas de contradiction là-dessus. Mais à partir du moment où vous lancez la Dreambox et où vous êtes
identifier et authentifier fortement hein, au niveau de la Dreambox. Effectivement, le but, c'est de lancer la consultation pour permettre d'avoir les documents les plus frais possibles, et notamment le COS, le plus frais possible, pour ensuite aller récupérer les examens d'imagerie. Donc, pas de contradiction par rapport à ça. Et c'est bien ce qu'on a prévu, de toute façon, au niveau des exigences. Je te laisse avancer. Pas de si tu veux. Je ne sais pas si c'est à toi après. Oui. Je ne sais plus. Juste pour préciser, je reviens sur peut-être une petite précision hein, sur la question aussi qui était posée. Donc, bien une interaction avec le DMP, mais ce n'est pas une transaction de téléchargement. Vous regarderez effectivement le guide d'intégration de DMP, on a bien 2 transactions. Il y a une première transaction qui est la récupération des en-têtes hein, de XDS, première transaction, et ensuite une deuxième transaction qui s'effectue, et c'est la deuxième transaction où il y a le téléchargement du document. C'est assez classique, c'est ce qu'on voit, c'est spécifique à la Dreambox, là c'est ce qu'on voit sur l'ensemble des logiciels, sur ces 2 transactions à passer. Je suis toujours sur l'écran, en tout cas ça n'a pas bougé de mon côté. Oui. Ensuite, on a les mises à jour mineures des spécifications Dreambox. Ouais, ça n'a pas bougé. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous ne voyez toujours pas l'écran? On anticipe. Ah, ça bouge petit à petit. Bon, je passe sur les mises à jour mineures. Donc la mise à jour mineure. Alors, je suis en train d'arriver. Ok, c'est bon. Alors, mise à jour mineure. On a une activité, tout d'abord, on a une activité qui est quand même soutenue hein, au niveau du support, notamment sur le projet Dreambox. Je pense que ce n'est pas surprenant, sachant que c'est un nouveau projet pour tout le monde. On est sur des nouvelles spécifications. Donc, on a quand même pas mal d'échanges, plus hein, d'ailleurs que le dispositif RIS, entre vous et nous sur des discussions autour des spécifications. Donc, les résultats hein, il y a eu des ajustements. Les résultats de ces discussions, ça a été du coup des ajustements qui sont bien le fruit hein, du traitement de tickets de support. On se rend compte des fois qu'on a quelques petites erreurs au niveau de la spec qu'on est amené du coup à corriger. Donc, on vous en fait part. Puis, des fois aussi, on est amené à apporter également des précisions parce qu'on s'est rendu compte des fois que les exigences qui étaient rédigées, compte tenu que les spécifications sont nouvelles, que le projet est nouveau, on doit des fois clarifier certaines exigences. On a pris le parti de faire des clarifications directement sur les spécifications. Alors, il y a 2 possibilités. Soit on fait une FAQ, soit on fait une clarification directement au niveau des spécifications. Des fois, la clarification au niveau de la spec est plus appropriée. En conséquence de ça, c'est que du coup, on a été amené à faire une mise à jour mineure de la spécification. On reste sur des 2 déclinaisons à chaque fois. Donc, elles ont été publiées avec ou sans marque de révision. Qu'est-ce que va amener du coup cette mise à jour mineure? Donc, pas d'éléments structurants qui sont modifiés pour éviter du coup de casser le processus, notamment au niveau des exigences, mais des clarifications du coup qu'on a apportées. On a eu 3 exigences qui ont été supprimées. Donc ça, c'est pas forcément nouveau hein, avec cette version. Ça, c'est des choses qui avaient déjà été communiquées lors d'un précédent AMA. Donc c'est en lien avec ce qu'on avait communiqué lors du précédent AMA. Là, on est en train de se mettre en marche sur la modification des REM, sur la suppression des 3 exigences. Donc, ces 3 exigences avaient été supprimées. On avait communiqué lors d'un précédent AMA, mais on n'avait pas encore la mise à jour des REM. Là, elles sont en train de se faire. Donc, dans les prochains jours, vous aurez une nouvelle publication d'AMA du coup sans ces exigences. Mais là, du coup, on les a intégrées dans la nouvelle version des specs. Ces suppressions de 3 exigences qui portent
notamment sur l'intégration de la matrice d'habilitation. On a fait pas mal de recherches là-dessus. Il y a eu pas mal de discussions, notamment avec la CNAM. Effectivement, il n'y avait pas d'intérêt à revérifier l'habilitation du professionnel de santé, sachant que dans tous les cas, en tant que consommateur d'examen d'imagerie, celui-ci est toujours obligé de passer par le DNP, donc avoir à passer une étape de validation de son habilitation. Donc c'est pour ça que c'était des exigences en trop. On était allé un cran trop loin et on a fait du coup machine arrière, d'où suppression de ces exigences. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. On a une question, Mathieu. Ok. Je peux répondre maintenant. Éventuellement, de Philippe. Concernant les images clés de la Dreambox, et donc la consommation des COS. Oui. Alors. Je vais temporiser cette question. Je vais finir ma présentation. Nathalie va reprendre la parole après. Et pendant que tu interviendras, Nathalie, je me concentrerai sur une réponse à donner. Je vais la jouer comme ça sera plus fluide. Si je continue, du coup, après, sur les mises à jour mineures, des spécifications, on a mis 5 étapes. Donc, suppression des mentions relatives à l'implémentation du mécanisme associé à la vérification de l'habilitation, ça j'en ai parlé, c'est relié à la suppression des exigences. Donc ça a été acté lors d'un précédent AMA. On a fait quelques petites modifications sur les transactions associées à l'exigence DBCS 159. On n'avait pas forcément précisé les transactions DMP, donc on a fait un lien là assez fort avec le guide d'intégration DMP. Plus pour aider du coup, plus pour vous aider et vous permettre du coup de bien mettre au regard du coup les transactions DMP qui sont utilisées. Parce que les transactions DMP, hein, pour mémoire, c'est des transactions propriétaires DMP qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas la même signification, qui ont la même signification, mais pas forcément le même nommage que les transactions IHE. On a voulu paralléliser ça. Reformulation du paragraphe associé à la figure numéro 13, afin de préciser le mécanisme permettant à la fonction consommatrice Dreambox de procéder au choix du certificat à présenter lors du montage du MTLS. Ça, on en avait déjà discuté lors d'un précédent AMA. Il y avait eu des questions effectivement soulevées. Pour une Dreambox source qui est reliée à plusieurs PACS, on va se retrouver à sécuriser plusieurs FQDN. La question qui était posée, c'était comment monter du coup sur ce MTLS et quel était le certificat à envoyer par la Dreambox consommatrice pour monter ce MTLS. On a laissé libre, on n'a pas spécifié. Et effectivement, pour monter ce MTLS entre la Dreambox Conso et la Dreambox Source, peu importe finalement le certificat à utiliser côté Dreambox Conso, à partir du moment où celui-ci est dans la liste blanche, un contrôle liste blanche, ça suffit à monter ce lien MTLS et à chiffrer du coup les transactions au Vado. Donc ça, on l'a précisé. J'avais apporté des réponses oralement lors d'un dernier AMA, mais on n'avait pas précisé dans les specs, on l'a mis. Étape 4, précision du comportement adopté par la fonction Dreambox Source en lien avec la réception d'un certificat IGC santé absent de la liste blanche. Donc, comme vous le savez, pour monter la transaction entre la Dreambox Conso et la Dreambox Source, ça c'est en lien avec l'espace de confiance Dream. Il y a bien sûr le contrôle des certificats et le contrôle de la présence de certificats dans la liste blanche. Aujourd'hui, on n'avait pas explicité quel était le comportement à tenir par la Dreambox Source au cas où le certificat de la Dreambox Conso n'est pas présent dans la liste blanche. On l'a aujourd'hui explicité avec une erreur remontée, on l'a raccroché à une erreur qui était déjà identifiée dans la partie audit et log de la Dreambox Source avec une remontée en HTTP 401. On a juste fléché du coup cette erreur pour que ça remonte bien sur le bon code erreur et que ça soit bien traité.
Donc ça aussi, c'est un élément qu'on a ajusté au niveau de la spec. Et étape 5, c'est un peu un fourre-tout. On a fait des clarifications sur les messages d'audit qui n'étaient pas forcément des fois très clairs sur ce qui était attendu sur les tableaux d'audit. Alors, vous vous êtes sûrement rendu compte, de toute façon, en termes d'exigence et de scénario, on ne va pas dans un niveau on n'adresse pas 100% du périmètre de la Dreambox. Donc, on s'est permis d'ajuster quelques éléments au niveau des tableaux et de clarifier des parties auditrelles. Mais là, de notre point de vue, ça n'engage pas forcément le dépôt de preuves. C'est plutôt de l'ajout et de la précision également. Notamment, c'est pour aussi traiter des cas non passants qui n'étaient pas forcément bien remontés au niveau des messages d'audit trail. Voilà, en tout cas, sur ces mises à jour mineures, j'en ai terminé. Je crois que je te relaisse la main, Oui. Nathalie. Merci, je vais répondre aux questions. Merci. Alors, on va passer à un petit rappel qui concerne plus maintenant toute la démarche administrative pour vous indiquer que, alors même si vous solution n'étant pas encore référencée, vous ne pouvez pas encore faire de demande d'avance de financement sur le site, le guichet de l'ASP, mais vous pouvez préparer ces démarches-là pour que quand vous serez prêt à le faire, enfin quand vous pourrez le faire parce que votre solution sera référencée au niveau Ségur, soyez prêt à lancer ces démarches administratives pour obtenir les financements. Donc, pour cela, vous pouvez tout de suite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, faire un enrôlement anticipé. Ce qu'on appelle un enrôlement anticipé, c'est le fait de s'inscrire sur le guichet ASP dont on vous a rappelé ici l'URL. Et une fois que vous aurez fait cet enrôlement, vous aurez accès à 2 outils qui vous permettent de préparer vos démarches. Un premier outil qui vous permet de vérifier les formats des fichiers JSON qui seront à envoyer dans toute demande d'avance pour le RIS ou pour la Dreambox. Ces fichiers JSON qui en fait rappellent un certain nombre d'informations qui sont dans les bons de commande, tout simplement, mais sous un format qui soit plus exploitable. Donc il y a un format à respecter avec des exemples qui sont enfin, un modèle qui est sur le site de l'ASP pour vérifier que les fichiers que vous allez envoyer respectent le format attendu. Vous avez un petit simulateur sur le site de l'ASP, ça c'est le premier outil. Et le deuxième, vous avez la possibilité d'envoyer vos modèles de bons de commande. Donc là, ça, ce sont les documents que vous faites signer à vos clients. Vous allez commencer à faire signer à vos clients. Vous avez la possibilité de les envoyer à l'ASP sur le guichet de façon à ce qu'ils vous indiquent si ça respecte bien les consignes, si c'est exploitable et si donc, ils pourront être, si le format est valable. Donc ça peut être intéressant de préparer tout ça en amont de façon à ce que vous soyez prêts à faire les premières démarches une fois que vos solutions seront référencées. N'oubliez pas ça d'ici les prochaines semaines ou prochains mois. Et je vous rappelle du coup également un webinaire qui avait eu lieu sur ce sujet-là, que vous pouvez réécouter pour avoir un peu plus d'informations en suivant le lien qui est rappelé ici et le support vous sera envoyé, sera déposé sur le site de l'ANS si vous souhaitez le retrouver. Ça, c'était pour les infos ASP. On va passer à la suite. Il n'y a pas de questions. Et ensuite, on souhaitait vous mettre en visibilité les dernières FAQ qui ont été publiées à propos du RIS et de la Dreambox. Donc, comme vous le savez sans doute, quand des questions reviennent fréquemment et sont d'intérêt pour vous tous, pour tout le monde, on publie une question-réponse, une FAQ dans l'espace authentifié sur le site de l'ANS. Vous pouvez y accéder même si vous n'êtes pas authentifié sur l'espace authentifié. C'est vraiment mis à disposition de tous et public. Certaines FAQ viennent d'être publiées concernant le RIS et la Dreambox. On voulait les mettre en visibilité, profiter de cette session pour vous les mettre en visibilité. Moi, je vais vous parler de celles qui ont été publiées qui concernent le RIS. Mathieu parlera de celles de la Dreambox. Alors, celles qui concernent le RIS sont liées à des simplifications, des assouplissements ou des précisions qui sont portées sur les exigences du REM.
Alors, des évolutions, comme le disait Mathieu tout à l'heure, des évolutions vont avoir lieu courant décembre dans les exigences, dans certaines exigences. Ça peut être des simplifications, des assouplissements, des précisions qui sont apportées. Donc, il y aura une republication en décembre. On organisera un atelier pour vous les présenter. Mais d'ores et déjà, on souhaitait mettre en visibilité certains points qui sont aujourd'hui disponibles sous forme de FAQ, donc c'est ces 3 FAQ-là, et qui peuvent aujourd'hui vous concerner, avoir un impact sur vos développements. C'est pour ça qu'on vous les met en visibilité ici. La première porte sur le fait, c'est un rapport avec le fait d'informer l'utilisateur sur les suppressions ou modifications de versions de documents qui sont dans le DMP. La seconde, ici, on est sur, je me rappelle précisément, on va être sur des conditions de déclenchement, de vérification, de récupération de l'INS. Et donc ça, c'est pour la dernière, pardon. Et la deuxième, c'est lié à une exigence de sécurité système d'information en rapport avec le fait de tracer les actions qui sont faites sur les mots de passe. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ça peut vous impacter dans les développements que vous êtes en train de réaliser. Donc, ces FAQ sont déjà disponibles et tout cela donnera lieu à une évolution du REM publié en décembre. N'hésitez pas à aller les consulter. Et je laisse la parole à Mathieu. Il y a des choses qui sont... Merci Nathalie. Là, je vais avancer assez rapidement parce que vous avez les liens, de toute façon, sur les FAQ. L'idée, c'était pas de balayer chaque FAQ. Voilà, c'était celle du dispositif RIS. Il y aura aussi des FAQ côté dispositif Dreambox. De mémoire, les FAQ qui ont été publiés, c'est plutôt des FAQ reliés à des irritants qui ont été remontés ou des difficultés de compréhension dans les scénarios et le passage également des dépôts de preuves, validation, donc ce qu'on appelle le monitoring, donc des précisions que nous apportons, mais pas forcément reliées avec la modification du REM. On a eu notamment l'accès à la partie SSI, je vais la passer. Il y avait tout ce qui est appel initié par le système RIS et DPI, où effectivement il y a plusieurs façons de faire. On a mis ça dans une FAQ. Ça, c'est relié avec la RFC, qui avait été la RFC internationale, qui est un petit peu plus souple par rapport au simulateur utilisé. Et après, les paramètres sur l'axe visionneuse qui apportent quelques éléments, cette FAQ. L'autorité d'affectation, l'identifiant IPP, ça c'est pour l'appel contextuel. Ou pareil, il y a aussi plusieurs façons de faire au niveau de l'assign autorité. On va préconiser un champ, mais ça reste une préconisation. Il sera possible après de formater ce champ suivant le standard HL7. Donc on l'a précisé dans la FAQ. Et après, la dernière FAQ, c'est sur l'exigence INS. C'est simplement qu'on clarifie le patient de test utilisé. On utilise systématiquement le patient qui s'appelle PAD3 Dominique pour l'ensemble de nos jeux de test. Alors, Mathieu, je crois qu'il y a une question suite à ta réponse dans le chat. Merci Nathalie. Demande de précision. D'apporter la précision. Oui, c'est bon. Je vais pouvoir m'en sortir, je pense. Pendant ce temps-là, on va annoncer les prochaines sessions. Donc, Mathieu, si tu veux présenter celle du 27 novembre. Oui.
On répond aussi à une question. Alors, oui, comme je vous le disais en introduction de l'AMA, on sera très, très heureux de vous retrouver à nouveau, hein, du coup, le 27 novembre, de 16h à 18h, pour un webinaire pour vous présenter du coup les travaux de téléradiologie que nous sommes en train de mener. Donc, bien sûr, hein, on est dans une démarche à nouveau co-constructive. Hein, c'est le principe tous les travaux qui sont menés par l'ANS. Nous rédigeons bien sûr les spécifications, mais c'est en co-construction bien sûr avec les entrants que vous amenez et avec votre participation active. Hein. Donc on a travaillé notamment avec vous sur la rédaction du livre blanc téléradiologie qui est annexé, hein, encore une fois, hein, sur le DSR Bac 2. Et puis on a travaillé également là avec des éditeurs qui proposent des plateformes de téléradiologie qui sont aussi présents du coup sur le dispositif RIS, mais qui font aussi des plateformes de téléradiologie. Donc l'idée c'était voilà, de pouvoir discuter avec tout le monde et de présenter lors de ce webinaire l'analyse des usages, donc les premiers workflows dessinés, de comprendre les parcours et de vous apporter du coup les différents scénarios que nous avons identifiés entre du coup le RIS et les plateformes de téléradiologie, et en prenant bien sûr en compte, encore une fois, la finalité qui est toujours l'alimentation de mon espace santé avec les comptes rendus qui sont produits par les plateformes de téléradiologie, et aussi en tenant compte des impacts liés enfin des exigences et des nouvelles métadonnées liées au projet Dreambox, puisque dans ces workflows, c'est bien la plateforme de téléradiologie qui va concevoir le compte rendu et qui va le valider. Donc, il faut qu'elle puisse le valider avec notamment les métadonnées spécifiques qu'on a rajoutées et puis bien sûr le lien vers la Dreambox. Donc, on est en train de mener un ensemble de travaux qu'on vous présentera lors de cet atelier, et on pourra du coup échanger avec vous et répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, il y a le lien, hein, de toute façon, qui est disponible. Donc, je vous invite bien entendu à vous inscrire. Voilà. Et quelques jours après, on organise un webinaire sur les certificats. Donc, ça fait un petit moment qu'on vous l'avait promis, mais on attendait derniers petits ajustements pour vous le proposer. Donc, ça aura lieu le 10 décembre de 16h à 17h. On abordera, on rappellera tout le fonctionnement de l'usage de ces certificats et toute la chaîne pour accompagner vos clients à se munir de certificats. Donc, ces certificats qui permettent d'alimenter le DMP de façon automatique sans que le professionnel de santé ne soit connecté ou qu'un autre professionnel ne soit connecté, qui permettent également de faire appel au téléservice INSI en particulier, et dont on a besoin aussi dans la Dreambox et dans le RIS, tous ces certificats. Donc, on abordera un état des lieux finalement des certificats qui sont à obtenir pour le RIS et pour la Dreambox, sur quel identifiant retirer le certificat selon le type de structure, quelles sont les modalités pour retirer ces certificats, pour les obtenir, pour les retirer, et puis on finira par des consignes plus pratiques pour mettre en œuvre ces certificats dans le logiciel. Donc ce sera le 10, n'hésitez pas également à vous inscrire, on mettra le lien d'invitation dans les endroits habituels, on vous les communiquera pour que vous puissiez vous inscrire, et puis on mettra dans cette présentation, on vous le rappellera pour que vous soyez nombreux le 10. Et également, on n'a pas mis ici, mais je l'annonce, il y aura également je ne sais pas si ce sera sous forme de questions-réponses ou de webinaire, peu importe, il y aura une réunion pour présenter les évolutions de REM dans sa prochaine publication. Donc ça, ce sera également en décembre, la date va être définie prochainement. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous souhaitez poser oralement dans le chat.
Nous, il nous reste à vous remercier d'avoir participé. Donc, à la fin de cette session, là, si vous pouviez nous remplir ce questionnaire de satisfaction pour connaître un peu vos retours hein, sur ce type de session. Vous avez donc les dates là, des prochains rendez-vous qui sont annoncés. Et encore une fois, on va publier ce support, le replay, et pour les questions qui ont résulté des échanges, là, on va publier sur la FAQ et promouvoir dans vos espaces authentifiés ces questions d'intérêt, de manière à ce que tous vous puissiez les reconsulter à l'occasion. Voilà. On vous remercie beaucoup pour votre participation et donc à très bientôt. Merci à tous. À très bientôt. À bientôt, merci. Bonne fin de Merci à journée. tous, bonne journée.